c'est vrai, des pièges sont posés. Oui. Nous le suivons régulièrement à travers beaucoup d'autres actes malveillants, bas que nous nous serons qualifiés. Alors, vous parlez un peu de ces menaces de déstabilisation et d'agression contre notre pays, Monsieur le Président? Bien sûr, il s'agit de cela. D'accord. Mais nous avons une mémoire d'éléphant. Nous n'oublions pas le moindre mot. Vous vous rappelez, quand les soldats français avaient commencé à quitter notre territoire, quand l'ambassadeur français Sylvain Ité avait pensé que c'est toujours la colonisation qui continuait et qu'il pouvait défier les nouvelles autorités et que nous l'avons mis à la porte, malgré que son mentor Macron avait chanté sous tous les toits que Ité a été accrédité au Niger auprès de Bazoum, non pas auprès de la République du Niger, mais auprès de Bazoum, et que pour eux c'est Bazoum le président. Sylvain Ité a fini par partir. Suite à ce départ, c'est un agent de renseignement français, un ancien de la DGSE, un certain Vincent Crouzet, qui est sorti pour dire ouvertement que c'est l'occasion, après le retrait de leurs forces, après le départ de Sylvain Ité, de déstabiliser le Niger par des actions clandestines. Nous n'avons pas pris ces propos à la légère et aucune affirmation ne doit être prise à la légère. Mieux, il ne faisait que répéter ce qu'il a entendu auprès de ses maîtres, notamment le président Macron, qui déjà en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bockel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. D'accord. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. Le commandement pour l'Afrique est une version camouflée des troupes que nous avons chassées. D'accord. Parce que c'est un commandement qui se fera avec une certaine réorganisation. Notamment, les troupes qui sont au Tchad, particulièrement à N'Djamena, seront réduites de leur effectif pour ramener à 350, je dis bien N'Djamena, 350 hommes. Les troupes qui sont au Gabon, actuellement autour de 400, vont être ramenées à une centaine. Les troupes ivoiriennes, elles seront maintenues. Ils ont dit qu'ils ont à peu près 600 hommes. Ça, c'est leur problème. Ils vont les maintenir. Ils vont créer 2 commandements supérieurs qui seront un basé à Dakar au Sénégal et le deuxième à Libreville au Gabon. La différence pour verser la poudre aux yeux des Africains consistera dans le commandement qui sera désigné. Ça ne sera plus des chefs qui vont venir de la métropole, mais
ce sont les attachés de défense qui vont assurer le commandement. D'accord. Et à travers ça, un chef d'état-major au nom d'un certain Pascal Yanni a été désigné. Et le 4 septembre de cette année, ce commandement sera fonctionnel avec par position 50 à 60 hommes qui vont monter en puissance pour être à 100 ou 150 hommes. Avec un commandement, comme je l'ai dit, discret, parce qu'il sera assuré par les attachés de défense qui sont déjà sur place au niveau des ambassades des pays qui ont bien sûr des ambassades françaises. Bien sûr. Mais ce n'est certainement pas le cas du Niger et ça ne sera certainement pas le cas du Niger. Donc cette volonté maladive de déstabiliser le Niger s'est propagée à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE française que nous avons chassés de notre territoire. Ils sont repositionnés au Bénin, je le dis et je le répète. Ils sont repositionnés au Nigeria. Vous savez, le fameux Thomas Gliozo, qui était le chef de poste niveau 2, ici à Niamey, qui était passé pour être juste le chef de la sécurité de l'ambassade. C'est un agent de la DGSE française. Et ce que j'ai dit est une évidence. D'accord. Je vais vous faire un peu sa biographie. Il est né le 7 juillet 1974 à Paris, 18e. D'accord. Il est titulaire d'un doctorat en droit, après avoir fait un diplôme d'études approfondies en droit comparé. Ce gars occupait le poste du chef de poste niveau 2 au Niger et il n'est pas le seul. D'autres que nous avons expulsés à partir de la base aérienne se sont retrouvés, comme je l'ai dit, au Bénin, au Nigeria. Le cas de Thomas, qui est vérifiable, il a rejoint le Nigeria en février de cette année. Il est présentement à Abuja avec des va-et-vient à Kaduna et Sokoto. Nous le suivons, nous le surveillons, ainsi que tous les autres fuyards qui sont tapis dans leur villa de Ministers Hills à Abuja. Nous les surveillons et qu'ils s'assurent que le dessein sombre qu'ils présagent pour le Niger retombera, Inch'Allah, sur eux. Cette volonté de déstabilisation est une certitude. Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin, parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Les premiers à sortir ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de SWAP, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes. Boko Haram et ISWAP ne se sont pas entendus et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024, où ils ont encore livré à travers 2 hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. Ça s'est passé
à Kouklewa, qui est une île dans le lac Tchad, à quelques 25 km à l'est, nord-est de Bosso. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci à Boultungour. Boultungour, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bosso, où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram. Et ils ont récupéré les anciennes AK-47 dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris les dispositions pour effacer les numéros, pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posés et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes. À Niamey, ici même à Niamey? À Niamey, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout. Mais qu'ils sachent que nous les surveillons. Et eux et leurs répondants, qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité. Nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisance, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ses services de renseignement des éléments de la DGDSE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi 2 Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W béninois. Mais le W béninois est entre les mains des Français. Le parc du W. Mais le parc du W, il est entre les mains des Français. Les services de renseignement de la DGDSE sont à l'intérieur du parc. Nous savons les activités auxquelles ils se livrent. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour être enlevés, sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde. Bien sûr. C'est à travers des négociations qu'ils libèrent ceux qui sont encombrants. Ce n'est pas ce qui s'est passé à travers cette prise d'otages. Ils ont libéré les guides béninois et ils ont gardé les 2 otages entre parenthèses. Mais nous savons que ce n'est pas des otages, c'est des spécialistes en artifice, en technique de guérilla et de combat sous bois. Ces gens ont été conduits dans la base de Fada où était l'émir Diafarou Diko, alias Émir Mahmoud. Ils ont formé ces terroristes dans la pose des engins explosifs improvisés, dans les techniques de combat, de recherche, de renseignement. Après cette base, un certain Djoul Habib et Sambo Doktoro étaient partis avec une Toyota Land Cruiser, récupérer ces 2 spécialistes pour les amener vers une autre position qui était entre le village de Boulel et Boulkassi. Pour ceux qui connaissent cette zone
c'est à l'intérieur du Burkina. Ces gens étaient jusqu'à la date du 15 juillet sur cette position. Ils continuent à entraîner les terroristes alors que les Français les ont fait passer pour être enlevés par des terroristes. Oui. Alors qui est le vrai terroriste? Ah oui. Donc, c'est pour vous donner une idée. Beaucoup d'autres actes dont nous avons des éléments. Bien sûr. Non seulement des éléments vocaux, mais des éléments écrits pour étayer ce que nous disons. La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles nigériennes. C'est une parenthèse. Et au moment opportun, nous sommes prêts à porter toutes les preuves de ce que nous disons actuellement. Donc, cette volonté de déstabilisation, les Nigériens doivent le comprendre, est réelle. Il n'y a rien d'imaginaire. C'est une volonté et la France n'hésitera pas, à travers en tout cas les autorités actuelles, à passer à l'acte dès que les Nigériens auront baissé la garde. Nous ne baisserons pas la garde. Le Niger sera debout, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le Président, indépendamment de toute cette situation que vous venez de décrire sur la déstabilisation de notre pays, pouvez-vous rassurer un peu de plus les plus sceptiques que le Niger est tenu et dans la bonne voie pour recouvrer pleinement sa souveraineté? Ça ne sert à rien de chercher à rassurer un sceptique. D'accord. Rassure le compatriote qui est convaincu de ce qu'il fait, qui est convaincu de ce que vous faites, qui est convaincu de votre engagement, qui est convaincu de votre sincérité à le conduire vers la prospérité. Les sceptiques, nous n'avons pas le temps pour les sceptiques. Quand ils se rendront à l'évidence qu'il n'y a plus d'autre alternative que d'être du côté du Niger, ils reviendront d'eux-mêmes dans les rangs, si Dieu accepte de les sauver. Car ça également, c'est une rahama d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramener quelqu'un à comprendre qu'il s'est trompé et qu'il revienne dans les rangs. C'est ce que je peux dire par rapport aux sceptiques. Monsieur le Président, il y a un point sur lequel on va insister un peu. Quels sont les efforts en matière de justice sociale et de lutte contre la corruption et la vie chère? Je l'ai dit, les mesures sont prises et elles continueront à être prises, notamment la vie chère. Oui, la vie chère. La vie chère a un lien, en tout cas au Niger, avec ce que je viens de dire. Nous avons des éléments où les agents français avaient pris contact avec des opérateurs économiques. Nous avons des éléments audio, nous avons des éléments écrits où ils demandaient à ce dernier de faire disparaître toute leur quantité de vivres des magasins, de les disséminer dans des pays favorables. Quand je dis favorable, pas favorable au Niger, bien sûr. Et nous savons ces pays où ces quantités ont été disséminées. D'autres ont purement et simplement intercepté des bateaux chargés de vivres qu'ils avaient commandés pour les revendre, tout simplement pour créer la pénurie au Niger et pousser le peuple à dire trop, c'est trop au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais ils sont venus trop tard. Le peuple a compris là où il va. Plus personne ne le détournera de l'objectif de souveraineté, d'indépendance et de liberté. Nous avons certainement, et ce n'est pas notre souhait, d'abuser de la confiance que le peuple a placée en nous. Nous comprenons les souffrances du peuple parce que nous les avons vécues et nous les vivons avec le peuple. Nous avons
pris des dispositions pour mettre des sommes importantes à la disposition de l'OPVN pour acquérir sur le marché les céréales. Le ministre du Commerce, le ministre délégué aux Finances, le directeur général de l'OPVN ont fait 2 semaines de mission dans des pays amis afin de constituer des stocks qu'on mettra soit gratuitement, soit à prix modéré à la disposition des populations nigériennes. Nous avons agi également sur certaines taxes pour permettre aux commerçants, mais commerçants humains, de baisser le prix. Et vous l'avez vu, certains ont accepté de nous accompagner. Les autres, puisque nous savons déjà le dessein qui était caché derrière leur connexion avec ces Français, ne vont jamais baisser le prix afin de permettre aux populations d'assurer la survie, puisque un pays qui est sous embargo, oui, bien sûr, on ne peut parler de survie. N'eût été la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compréhension de certains pays qui nous ont accompagnés, nous ne saurons pas dire où est-ce que nous serions. Nous en serons aujourd'hui. Certainement pas. D'accord. Monsieur le Président, et toujours en ce qui concerne la diplomatie, nos relations avec le Bénin constituent un grand sujet d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Ce qui s'est passé avec le Bénin, je ferai peut-être l'économie de m'étendre, mais il est de mon devoir de dire aux Nigériens ce qui s'est passé avec le Bénin et peut-être la lueur d'espoir également dans le cadre toujours de nos relations avec le Bénin. Je dis bien peut-être. D'accord. Le 30 juillet, quand la CEDEAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo, le président Talon, c'est à partir d'Abuja qu'il avait appelé pour dire d'interrompre tout chargement, tout franchissement des moyens nigériens. Quand je dis moyens, je veux dire moyens automobiles qui chargeaient au port de Cotonou ou qui ont chargé de l'intérieur du Niger et qui sont sur le pont de Malanville, poste frontalier. D'ailleurs, l'unique que nous avons avec le Bénin. C'est à partir de Abuja au Nigeria qu'il avait pris cette décision. Parce qu'il fallait punir les Nigériens qui ont osé prendre leur destin en main. Tout à fait normal, en tant que président du Bénin, qu'il donne des ordres. Même si nous pensons qu'il y avait une autre façon de faire qui consistait à laisser transiter ce qui est chargé au port de Cotonou. Mais c'est une décision souveraine prise par un responsable d'un État souverain. Nous avons vécu cet embargo total du côté de notre poste frontalier avec le Bénin. Le pipeline, entre-temps, les travaux n'ont pas été impactés par l'embargo. Jusqu'à la fin de l'exécution des travaux du pipeline, aucune contrainte parce que le président Talon s'était déplacé en Chine pour donner cette garantie aux autorités chinoises qu'il ne fera entrave en aucune manière et il va respecter les accords
entre la République du Niger et la République du Bénin, qui disait qu'en aucun cas les travaux du pipeline ou l'exploitation du pipeline ne peut être entravée par l'une ou l'autre des parties. Les travaux se sont poursuivis donc malgré l'embargo. Le premier bateau a été chargé. Le deuxième bateau était arrivé. Le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger, entre-temps, la CEDEAO ayant levé l'embargo, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. La frontière, oui. Quand ils ont fermé la frontière, nous avons acté. Nous ne sommes pas intervenus pour dire que le président Talon a mal agi. Quand il va de notre sécurité, sachant ce que nous savions et que nous savons toujours, de ce qui s'est tramé au Bénin, à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin, quand les gens parlent de base, il n'y a pas de base, mais une action de déstabilisation subversive ne se mène pas avec des troupes conventionnelles. Sinon, ça ne serait pas une action subversive. La subversion, les gars n'ont qu'à consulter le dictionnaire. Que veut dire, en termes littéraires, la subversion? Sans parler du domaine des spécialistes. Que veut dire la subversion? Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de base, c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme. Mais nous, nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDEAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDEAO. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elenka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi. Le 26, déjà, ils étaient à Kandi. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Tourou. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressément. Oui, toujours au Bénin? Au Bénin, à Tourou. D'accord. Tourou est à 7 km à l'ouest de Parakou. L'aéroport international de Tourou est à 6,8 km à l'ouest de Tourou. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2 h du matin, le deuxième à 3 h du matin, pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, les comptes au Niger. Nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandi le 25, le 26 du mois de septembre 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître
l'aérodrome de Porga, qui fait 2 km 100, à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur du W côté Bénin, 2 km donc de la frontière burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez Oui. de cet officier des eaux et forêts du Bénin Oui. qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. D'accord. Donc nous savons, c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons les coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Kouara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons que l'école normale de Kandi, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandi, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hilux, une matriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin. D'accord. Nous savons également, toujours dans leur recherche des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger, ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela, avec les effectifs précis. Ouais. Je le rappelle, ce n'est pas des bataillons, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises eux-mêmes en tenue civile. D'accord. Donc nous savions tout ça. Nous savions mieux que ça des vols de reconnaissance que les Français faisaient à partir du Bénin. Et en prenant souvent les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois. Mais comme ils ont une grande capacité de zoom, ils pouvaient effectivement prendre des images, découvrir des points de passage, découvrir des points de vulnérabilité, découvrir nos positions. Mais étant à l'intérieur du Bénin, nous ne pouvons pas agir sur ces éléments, ni agir contre ces éléments. Donc nous savions tout ça. Nous l'avons dit, le Bénin n'a pas semblé nous écouter. Les gens ont fait du dilatoire pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons. Il y a des agents de déstabilisation subversive français à l'intérieur du Bénin. Ils ont fait leur relève début du mois de juillet. Nous les suivons. D'accord. Une nouvelle équipe est venue. Leurs relèves ont eu lieu le 5 juillet. Nous le savons. Qu'ils sachent que nous le savons. D'accord. Et qu'ils s'en tiennent pour dire que nous épions tous leurs faits et gestes. Ces agents français étaient ceux-là même
qui ont donné des instructions directes aux terroristes pour vider tous les villages agricoles de la région de Tillabéri. Ils ont donné des instructions claires de massacrer des populations pour les pousser à quitter et ne pas exercer d'activités agricoles. Oui. Nous le savons. D'accord. Ils ont fait pire que ça. Mais nous savons tout ça et nous tenons compte de tout cela pour décider de la sécurité des populations nigériennes. D'accord. Le Bénin, le président Talon a fait beaucoup de tapage sur le fait qu'il avait envoyé un émissaire vers son frère Tchani, un frère qu'on affame parce que Macron l'a voulu, Oui. et un frère qu'on pense qu'il y a encore des liens de fraternité avec ce frère qu'on a voulu déstabiliser. Mais rétablissons les faits, puisque je n'ai jamais parlé de ça. Aujourd'hui, je parlerai de ça. De quoi s'agit-il? Le 26 du mois de juin, le PDG de China National Oil Development Company était venu ici, à Niamey. Je l'ai reçu en audience avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Il a émis le vœu qu'une rencontre puisse avoir lieu, une rencontre tripartite. Au moment de l'audience, il y avait le conseiller technique en matière du pétrole, il y avait la DGA du WAPCO qui était présent. Je les avais instruits de prendre contact avec le ministre du pétrole pour trouver une date avant le 31, date à laquelle cette rencontre tripartite entre le Bénin, le Niger et WAPCO pouvait avoir lieu. C'est ce qui a été fait. Déjà, les échanges sont partis le 26, je crois, du mois de juin. Le ministre de l'eau et de l'énergie du Bénin était venu dans le cadre de cette rencontre tripartite. Il se trouvait qu'au moment où il était venu au Niger, le Premier ministre était en déplacement. Le ministre de la Défense qui assurait son intérim était en déplacement. Malheureusement, la deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire qui devait assurer l'intérim était le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Oui. Il était couché. Couché, ouais. La troisième, c'était le ministre de la Santé, qui a reçu le ministre béninois à l'issue de la rencontre qui avait duré 2 jours, 48 heures. Donc les images ont circulé, ont été passées à la télé nationale, où il se disait satisfait de la mission qu'il avait effectuée dans le cadre de cette rencontre tripartite. Tout d'un coup, il a pensé qu'il est porteur d'un message du président Talon vers le président Tchani. Et il a souhaité me rencontrer. Les messages officiels font l'objet d'un traitement spécifique à travers le ministère des Affaires étrangères. D'accord. Il aurait fallu qu'il le dise avant de quitter le Bénin. Après la rencontre tripartite, il souhaiterait transmettre au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie un message de son frère, le président Talon. Le ministère des Affaires étrangères lui aurait répondu en fonction de mon calendrier. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Et voilà la vérité, les faits
et ça a donné lieu à une polémique internationale. Puisque je crois que le président Talon était à l'époque au Brésil quand il a fait un tweet pour dire que le méchant président de la transition du Niger a refusé de prendre la main fraternelle qui lui avait été tendue à travers un porteur de messages. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Et ce sont des faits. Ce n'est pas un tissu, c'est des faits et les faits sont vérifiables. Donc, tous ces agissements ont conduit les deux parties à être chacune sur ses gardes. Bien sûr. Nous avons la responsabilité de la sécurité de notre pays. Nous avons la responsabilité de la sécurité des citoyens nigériens. Nous prendrons les mesures nécessaires pour ne pas répondre devant Dieu d'avoir trahi la confiance des Nigériens. Le jour où nous saurons qu'il n'y a aucune menace du côté du Bénin, nous prendrons les mesures appropriées. Et nous espérons, à travers des démarches déjà qui sont